Bienvenue à tous dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est très spécial puisque c'est la dernière vidéo de l'année 2022. Une année qui a été vraiment exceptionnelle pour moi, mais ça j'en aurai l'occasion d'en parler dans une prochaine vidéo, dans la prochaine vidéo, qui sortira le 1er janvier 2023, donc ce sera la première de l'année avec un petit bilan de l'année 2022 personnellement pour moi et ma chaîne YouTube. Et puis se projeter sur 2023. Donc ça arrivera dans quelques jours, dans 4 jours exactement. Aujourd'hui, on va se replonger dans la saison 2022 du côté des pilotes et notamment des champions de cette année 2022. Donc on va faire Formule 1, MotoGP, Formule électrique. Oui, j'ai décidé de faire de la Formule électrique. Les WRC, Endurance, etc., etc. Et puis les séries américaines IndyCar, NASCAR. En attendant, une dernière fois cette année, n'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est toujours important comme d'habitude. On est parti pour la dernière vidéo de l'année. On commence évidemment avec la Formule 1 et le champion du monde, le double champion du monde néerlandais Max Verstappen, qui nous a fait un back-to-back en remportant le championnat en 2021 dans des conditions particulières, mais ça, on n'y revient pas. Cette année, Max Verstappen a dominé le championnat. Bon, évidemment, comme depuis l'année dernière, tous les haters de Max Verstappen diront qu'il ne mérite pas non plus ce championnat, qu'il l'a obtenu dans des conditions particulières au Japon. Mais bon, de toute façon, il n'aurait pas eu le titre au Japon, il l'aurait eu aux États-Unis, donc ça changeait rien. Max Verstappen, c'est tout simplement 15 victoires en 22 courses. C'est juste énorme. 2 abandons en 3 courses, sur les 3 premières courses, donc ça aussi, ça a compliqué un petit peu la tâche de Max Verstappen, mais ensuite il a tracé toute la saison. Et ouais, quand on se revoit au début de saison, c'était Charles Leclerc qui dominait la saison. Premier, deuxième, premier. Et pendant ce temps, Verstappen avait abandonné 2 fois et avait gagné en Arabie Saoudite. Donc en 3 courses, Verstappen ne possédait que 25 points et c'était très compliqué puisqu'il avait déjà, je crois, plus d'une quarantaine de points de retard sur Leclerc. On se disait déjà à cette époque-là que Verstappen avait déjà perdu le titre. Ouais, sauf qu'il n'y avait tout simplement pas de concurrence ensuite. Ferrari s'est planté sur quasiment la moitié des courses du championnat, avec des problèmes moteurs également pour Leclerc qui lui a fait perdre plus d'une cinquantaine de points. Donc ça a aidé grandement Max Verstappen, surtout que quand Leclerc a abandonné sur problème moteur, lui avait gagné les 2 courses, donc Espagne et Azerbaïdjan. Derrière son équipier Pérez ne pouvait rien faire. Carlos Sainz, c'était compliqué aussi. Les Mercedes, on n'en parlait pas. Elles étaient nulle part en début de saison. Enfin, c'était très compliqué en tout cas. Donc Max Verstappen était littéralement tout seul en début de saison. Et même en deuxième partie de saison en fait. Et oui, dans toute la saison, quelle course il n'a pas réussi. Bon, la Grande-Bretagne, il finit 7ème, mais parce qu'il a reçu un morceau de voiture d'AlphaTauri. Il y a eu le Grand Prix de Singapour, il finit 7ème, il était nulle part non plus, avec une qualification ratée, un départ raté, des erreurs, enfin une erreur, un blocage de roue qui l'a fait tirer tout droit, mais sans ça, il aurait pu faire podium, je pense. Bon, la pire course peut-être de Max Verstappen, où là il n'a été nulle part, complètement nulle part, c'était au Brésil, où il finit 6ème, et il n'a été tout simplement nulle part. En qualif, il fait pas la pole, puisque c'est Magnussen qui l'a fait la pole. Et puis ensuite, il dégringole dans la course sprint, enfin d'une ou 2 places. Et ensuite, au Brésil, c'était plus compliqué encore. Il se battait pour le podium, mais il s'est accroché avec Hamilton. Du coup, ça l'a fait repartir de derrière. 6ème avec la polémique qu'il y a eu avec Pérez. Mais dans tous les cas, ça ne changeait rien, puisque Pérez, même s'il était passé devant, il aurait échoué pour le titre de vice-champion pour 1 point. Bref, que dire de plus de la saison de Max Verstappen? 454 points en une saison, record battu. 15 victoires en une saison, record battu. Bref, que dire, hein. Un beau double champion du monde, quoi qu'on puisse en dire. Maintenant vient la question de l'année prochaine. Est-ce que Max Verstappen va conserver sa couronne mondiale? Est-ce qu'il va devenir triple champion du monde d'affilée? Eh bien honnêtement, ça va être très compliqué. Mais bon, en début d'année 2022, je disais aussi que ça allait être très très difficile pour Verstappen parce que la voiture n'allait pas être performante. Parce qu'ils avaient mis trop de moyens sur 2021. Bon, au final, on peut voir que je suis toujours aussi nul en prono. Donc je vais pas m'annoncer pour 2023. Hein. Ou alors je dis que Max Verstappen ne gagnera pas le titre. Comme ça, il ira le chercher. Éventuellement. Parce que généralement, quand j'annonce quelque chose, c'est le contraire qui se passe. Donc bon.
Et puis j'ai oublié de parler de ses remontées. Incroyable en Hongrie, il part 10e, il gagne la course avec un tête à queue. Voilà. En Belgique, il part 14e avec les pénalités, il gagne la course, il est déjà 3e au bout de 8 tours. À la mi-course, il est déjà en tête assez bien. Franchement, que dire, hein, il a surdominé cette saison. Je suis même pas sûr que Lewis Hamilton, en son temps, faisait aussi bien et surtout, il terrassait autant la concurrence. Je ne pense pas. Ça doit être à peu près kiff-kiff, mais Verstappen était quand même un niveau supérieur quand même. Attention, je ne dis pas que Verstappen est supérieur à Hamilton, hein, parce que je vous vois venir là. Non. Ils sont au même niveau. Voilà. Donc, pas de mauvaise compréhension. Qu'on soit bien clair. Passons au champion du monde de MotoGP 2022, l'Italien Francesco Bagnaia. Et comme avec Max Verstappen, on a pu suivre tout le long de la saison le championnat de MotoGP puisque je couvre les deux catégories pour 2022 et 2023 ce sera pareil, hein, je ferai des vidéos F1 et MotoGP. Francesco Bagnaia, premier Italien à être champion du monde de MotoGP depuis 2009, c'était Valentino Rossi. Ça date. C'était il y a 13 ans quand même. Francesco Bagnaia, c'est aussi le premier pilote Ducati à remporter un titre mondial depuis Casey Stoner en 2007. Donc ça date encore plus, c'était il y a 15 ans. Et également Bagnaia est le premier Italien sur une machine italienne à gagner un championnat depuis 1972. C'était Giacomo Agostini. Là ça date. Là c'est plus 15 ans, là. C'est beaucoup plus que 15 ans. Bref, pour revenir sur la saison de Bagnaia, eh bien un début de saison cauchemardesque. Hein. Les 5 premières courses, c'était catastrophique. Un abandon au Qatar, 15e en Indonésie, il était nulle part. 5e en Argentine, 5e en Amérique et 8e au Portugal. Aucun podium sur les 5 premières courses. Une 5e place, enfin 2 5e places comme meilleur résultat. Là, c'était la catastrophe. Et puis Bagnaia s'est réveillé à partir du Grand Prix d'Espagne où il va dominer la course, même si Quartararo était pas très loin derrière. Mais il va chuter en France alors qu'il était 2e, il va regagner en Italie, il va encore chuter au Catalogne au premier tour, même si c'était pas forcément sa faute cette fois. Il va chuter encore en Allemagne, assez bêtement, et à ce moment-là, il a 91 points de retard sur Fabio Quartararo, qui est leader du championnat. Et là, on se dit, c'est mort pour Bagnaia. Eh ben, que dalle, hein, parce que derrière, il va enchaîner 4 victoires de suite. Aux Pays-Bas, en Grande-Bretagne, en Autriche et à Saint-Marin, 4 victoires de suite. Exceptionnel, il était au plus haut niveau. Ensuite, en Aragon, il fait podium. Au Japon, encore, et il jouait à nouveau le titre, hein, puisqu'il avait complètement effacé son retard, ou presque. Il lui restait plus qu'une grosse dizaine de points à peu près. Au Japon, il va encore chuter bêtement dans le dernier tour. Là, ça devient vraiment compliqué. Mais après, il va dérouler encore 3 podiums de suite. Et puis ensuite, à Valence, la consécration devant Fabio Quartararo. Bagnaia, il nous fait un petit peu la même saison que 2021, mais en beaucoup plus fort. Parce que c'était un peu compliqué en début de saison. Bon, voilà, il était là, mais sans être là. Et puis surtout, il chutait déjà beaucoup. Et puis fin de saison, il a gagné 4 victoires sur les 4 dernières courses ou quelque chose comme ça. Donc bon, voilà, il était de retour en fin de saison, mais beaucoup trop tard. Quartararo était déjà champion du monde. Cette année, pareil, un début de saison compliqué, mais ensuite il a déroulé, et encore sans les abandons, il aurait été largement champion, et même bien avant Valence, et la dernière course du championnat. Ce qui a aussi aidé Bagnaia dans un autre temps, c'est les difficultés de Yamaha et de Fabio Quartararo en deuxième partie de saison. C'était très compliqué, hein, avec l'abandon de Quartararo aux Pays-Bas, la 8e place en Grande-Bretagne, 5e à Saint-Marin, abandon à Aragon, 8e au Japon, 17e en Thaïlande où il était nulle part, abandon en Australie. Donc voilà, il y a eu 7 courses où il n'était monté qu'une seule fois sur le podium. On avait vraiment vu que la Yamaha, elle régressait énormément. Et Fabio Quartararo n'y pouvait tout simplement rien. Au retour de Francesco Bagnaia, il n'était plus du tout dans le match et il a vu impuissant repasser Francesco Bagnaia en tête du championnat et ne plus le lâcher. Bref, un petit peu une lutte à distance. On a dû attendre la fin de saison pour que les écarts soient très serrés entre Bagnaia et Quartararo. En tout cas, 2 années d'affilée avec un championnat qui se joue entre ces deux pilotes. J'espère qu'en 2023, on aura la même et surtout que la Yamaha sera performante pour aller au moins titiller Bagnaia, si ce n'est être devant. Ce serait mieux.
On passe au championnat du monde d'endurance et Toyota mène toujours la danse. 6 courses étaient au programme dans ce championnat, 4 victoires pour Toyota, mais 2 pour Alpine qui n'a pas démérité. Mais en attendant, c'est toujours les pilotes Toyota qui sont champions cette année. Brendan Hartley, Ryo Hirakawa et Sébastien Buemi, donc 2 anciens pilotes de Formule 1. Et puis un rookie, c'est surtout Ryo Hirakawa, qui a franchement bien impressionné. Personnellement, remplacer Nakajima par Hirakawa, bon, au début de saison, je pensais pas que c'était la meilleure des choses à faire. Et puis au final, le japonais s'est très bien débrouillé, lui qui venait de la Super Formula. Franchement, il a fait son job. Et puis en plus avec Hartley, Buemi, qui avait déjà des titres en championnat du monde d'endurance, et puis même aux 24 heures du Mans. Bref, voilà. Et puis d'ailleurs, c'est ce trio-là qui a remporté les 24 heures du Mans 2022, Brendan Hartley, Ryo Hirakawa et Sébastien Buemi. Mais attention parce que ça s'est joué le titre dans la dernière course à Bahreïn, puisque les pilotes alpines étaient en folie cette année, et puis surtout, ils n'ont pas abandonné. C'est surtout ça. Le trio de la Toyota numéro 8 avait abandonné à Spa-Francorchamps. La numéro 7, qui finit 3e au championnat, avait abandonné dès la première course à Sebring sur un crash très impressionnant. Mais bref, une saison complète, rien à dire de plus sur Toyota qui domine complètement le Wake. Par contre, l'an prochain, ça va pas être la même parce qu'il y a Porsche qui arrive, il y a plein de constructeurs, il y a Ferrari aussi qui revient. Bref, ça va être une belle bagarre. Porsche, Toyota, Ferrari, Peugeot, Glickenhaus et Cadillac pour l'an prochain. Donc, belle bataille à venir pour 2023. Passons maintenant à la saison 2022 du champion du monde de rallye du WRC, c'est le Finlandais Kalle Rovanperä. Cette année, la route était complètement ouverte pour les concurrents, puisque les 2 Sébastien, Ogier et Loeb, bon, Sébastien Loeb, ça fait déjà pas mal d'années qu'il n'est plus à temps plein, mais surtout Sébastien Ogier n'était plus à temps plein. Il a fait que 6 rallyes dans l'année sur les 13 de prévus. Et bien du coup, c'était route ouverte pour tout le monde pour aller chercher un premier titre mondial ou un deuxième pour ce qui s'agissait d'Oit Tanak. Mais quelle saison de Kalle Rovanperä, il a roulé sur la concurrence une première partie de saison quasiment sans faute. Il y a eu Monte Carlo, c'était un peu plus compliqué, le premier rallye, 4e, mais après il a enchaîné 5 victoires en 6 rallyes. Il a mangé tout le monde, il a mangé la concurrence. Il n'y avait eu que Sébastien Loeb et Oit Tanak qui l'avaient battu jusqu'en Estonie, donc sur les 7 premiers rallyes, sur 7 sur 13, il avait déjà 5 victoires, et voilà, c'est que Sébastien Loeb et Oit Tanak qui l'avaient battu. C'est complètement dingue. Bon, dès la mi-saison, on savait que Kalle Rovanperä allait chercher un premier titre de champion du monde. Ceci dit, en deuxième partie de saison, c'est moins bien. C'est moins bien parce que en Belgique et en Grèce, il ne marquera pas de points. Enfin, juste les points de la Power Stage, mais voilà, il va repartir évidemment, mais il va faire des erreurs. Et du coup, ne pas marquer de points sur 2 rallyes d'affilée. Pendant ce temps, Oit Tanak, lui, il gagnait et ensuite il faisait 2e. Donc là, on a eu un petit moment de frisson où on s'est dit non, il va pas lâcher quand même Kalle Rovanperä. Il est à 2 doigts du titre, il va pas lâcher. Mais non, ensuite en Nouvelle-Zélande, il a gagné. Et puis voilà, même si au Japon, il ne marque pas de points non plus. Voilà, il était déjà champion, je crois, dès l'Espagne. Un truc comme ça, donc à l'avant-dernier rallye. Donc voilà, 50 points d'avance sur Oit Tanak qui devient vice-champion du monde. Bref, une saison quasiment parfaite pour Kalle Rovanperä. Voilà, en début de saison, j'avais fait mes pronostics, j'avais mis Elfyn Evans en tant que champion du monde. Il a déçu, il n'a pas remporté de rallye cette année, il finit 4e. J'avais mis Kalle Rovanperä en tant que vice-champion du monde dans mes pronostics. Bon, voilà, il a été champion, mais ça faisait quasiment pas de doute qu'il allait faire une grosse saison, j'en étais quasiment certain. Et puis, il a dépassé même mes attentes. Enfin bref, grosse saison de Kalle Rovanperä, un petit peu à la Max Verstappen quasiment. On passe à la formule électrique, et ouais, il faut bien en parler quand même un petit peu. Ça reste un championnat de monoplace, et donc le champion de cette année 2022, c'est Stoffel Vandoorne, le Belge, l'ancien pilote de Formule 1 qui a été détruit par Fernando Alonso, vient de remporter, enfin ça fait déjà quelques mois, qu'il a remporté le titre, son premier en formule électrique. Je crois que ça fait 3 ans qu'il est en formule électrique. La première année, c'était un petit peu une année d'apprentissage, bon voilà, mais il avait montré quelques belles choses. Et puis, depuis l'année dernière, vraiment, il était vraiment très bon. Je crois que c'est même sa 4e année en formule électrique.
Bref, voilà, il a montré qu'il était très bon dans cette catégorie. Et puis cette année, il est allé chercher le titre. Malgré tout, Stoffel Vandoorne, il n'a gagné qu'une seule course. C'est tout. Une seule course à Monaco. Le reste, voilà, il a été très régulier. Il y a une seule fois où il ne marque pas de points et c'est une 11e place. Aucun abandon, aucune erreur. Bref, voilà, très régulier, Stoffel Vandoorne. Il remporte quand même le titre pour 33 points sur Mitch Evans, donc c'est pas une petite marge. Hein, donc voilà, tous les autres en même temps ont fait pas mal d'erreurs. Donc lui qui n'en a pas fait, ou il y a juste au Mexique où il ne marque pas de points, alors, forcément du coup ça fait encore des points de gagner. Donc voilà, une très belle saison de Stoffel Vandoorne, très régulier. Et l'année prochaine, il sera chez DS Penske, en équipier de Jean-Éric Vergne, qui est 2 fois champion dans la catégorie, qui est le champion avec le plus de titres. Donc hâte de voir ce duo plutôt, dans l'équipe française. Bon, en revanche, je ne parlerai pas des boîtes en carton que sont les formules électriques en 2023. La nouvelle génération est dégueulasse. C'est des mini-voitures sur une piste. Ça me dégoûte. On passe à autre chose. Passons maintenant aux séries américaines et avec l'IndyCar, avec un deuxième titre de champion pour l'Australien Will Power. Et ça faisait un petit paquet de temps que Will Power n'avait pas remporté de titre. La dernière fois c'était en 2014, donc c'était il y a 8 ans. Ça fait un petit moment. Mais très bonne saison de Will Power, qui n'a, lui, un petit peu comme Stoffel Vandoorne, n'a remporté qu'une seule course cette année. C'est assez impressionnant. Lui aussi a été régulier cette année. Beaucoup de podiums, 9 podiums, voilà, pas mal d'arrivées dans le top 5. Il y a toutefois des arrivées hors du top 10, il y en a 4 je crois, un truc comme ça, donc voilà, une saison plutôt régulière, un petit peu comme Stoffel Vandoorne, mais lui avait beaucoup moins de marge. Alors en IndyCar, il y a beaucoup plus de points attribués. Bon, voilà, il a marqué 560 points contre 544 pour Jeff Newgarden, qui était le champion en titre. Donc voilà, 16 points d'écart entre les deux pilotes. C'était vraiment très serré quand même, jusqu'à Marcus Ericsson 6ème. Ça joue en 56 points. Donc Power, Newgarden, Dixon, McLaughlin, Palou et Ericsson jouaient tous les 6 le titre jusqu'à quelques courses de la fin. Bref, un beau championnat d'IndyCar. En tout cas, j'ai bien aimé cette saison. Par contre, ce que j'aime pas vraiment chez Will Power, c'est qu'il est vraiment très, très agressif. Trop même. Il a fait des erreurs vraiment très bêtes. Déjà l'année dernière surtout. L'année dernière, il a fait énormément d'erreurs, de bourdes. Bref, et puis cette année aussi, il en a fait quelques-unes. Mais voilà, globalement, il a vraiment été très très fort quand même cette année. Malgré tout, je me rappelle, il y a une course, il était dans les derniers. Il avait eu un accrochage, je crois, en plus. Et il avait été 2 ou 3e, un truc comme ça. Donc bref, parfait. Enfin, parfait non, mais une grosse course en tout cas, grosse remontée. Un petit mot également sur Marcus Ericsson qui a remporté l'Indianapolis 500 cette année. Alors lui, c'est une grosse surprise quand même. Enfin bref, il a fait quand même une très bonne saison. Mais franchement, gagner l'Indy 500, c'est assez particulier quand même. Parce que c'est un ancien pilote de Formule 1 qui n'a rien foutu en Formule 1. Et pourtant, il gagne l'Indy 500. Comme quoi, tout le monde peut gagner. Si Nicolas Latifi fait Indy 500 l'an prochain, il peut très bien les gagner. On sait jamais. Peut-être qu'il sera bon en IndyCar. Faut déjà qu'il y soit. Bon, normalement, il devrait y être. Mais bon, bref, je m'écarte du sujet. On passe à la dernière catégorie, la NASCAR. En NASCAR, c'est Joey Logano qui a remporté le titre, son deuxième en NASCAR. La dernière fois, c'est en 2017, je crois. Ça fait un petit paquet de temps aussi pour l'Américain. Comme un petit moment en NASCAR, le titre se joue dans la dernière course. Ça se fait par élimination. Les 16 premiers pilotes, au bout de 3/4 de la saison à peu près, sont qualifiés pour jouer le titre Ensuite, c'est les 8 premiers, je crois. Ensuite, c'est les 4 premiers pour la finale, pour la dernière course. Et c'est donc Joey Logano qui a gagné la course devant Ross Chastain, Christopher Bell et Chase Elliott. Alors, c'est un petit peu compliqué ce système parce que Chase Elliott avait vraiment fait une saison de dingue. Très belle saison, meilleur pilote de la saison, je pense. Sauf qu'il s'est complètement raté sur la dernière course et que du coup, il a terminé 4e du championnat. Il n'a fini même pas sur le podium, donc dommage. Bon, voilà, il aurait mérité ce titre cette année. Chase Elliott qui avait gagné en 2020 de mémoire. Bon, il aurait mérité un nouveau titre, mais bon, bref, c'est comme ça. C'est la NASCAR qui est comme ça. C'est un petit peu bizarre. Enfin bref, voilà,
il a gagné le titre. Il a remporté, je crois, 4 courses, un truc comme ça, mais voilà, il a été surtout bon en fin de saison, et c'est là où ça compte. Donc, avec le système de la NASCAR, c'est un titre mérité finalement, hein, une fin de saison très bonne. Voilà pour cette vidéo avec un petit résumé des saisons 2022 des champions de Formule 1, de Formule électrique, de MotoGP, de NASCAR, d'IndyCar, de Wake, de WRC. Voilà un petit peu, c'était une vidéo assez longue. Bon, j'espère que ça vous aura plu. Bon, voilà, vidéo un petit peu banale. L'année dernière, j'avais fait en plusieurs vidéos, mais c'était vraiment... je vais pas dire le mot, mais c'était très pénible. Voilà, on va dire ça. Pénible et long surtout. Bref, voilà, pour moi, c'était ma dernière vidéo de cette année 2022. Une année vraiment exceptionnelle pour moi. De très très loin, la meilleure. Donc j'espère qu'en 2023, on va tout péter. Hein, j'espère. Donc bon, ça, je vous en reparlerai dans 4 jours. Le 1er janvier 2023, on se retrouvera pour la toute première vidéo de l'année. En attendant, n'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Je compte sur vous pour vous abonner en cette fin d'année. Voilà, à l'heure où je tourne, on n'a pas encore passé la barre des 240 abonnés, donc peut-être que quand je vais mettre cette vidéo en ligne, on aura passé la barre des 240, j'espère, mais voilà. N'oubliez pas toujours de vous abonner à la chaîne, c'est très important pour moi, puisque ça me permet de me développer, d'être vu, et puis dans quelques années, pouvoir faire de meilleurs contenus, enfin quelques années, quelques mois même. Donc voilà, bref, moi je m'en arrête là, la vidéo a déjà été très très longue. Voilà, on se retrouve donc l'année prochaine, en 2023. À bientôt.